Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un chapitre clé du programme de terminale, l'océan et l'espace, vus comme de nouveaux espaces de conquête. Bonjour. Oui, et la question centrale qui va nous guider, c'est vraiment comment est-ce que la puissance s'affirme dans ces territoires si particuliers? C'est ça. Et c'est fascinant parce que ce sont deux milieux radicalement différents. Tout à fait. D'ailleurs, en 1931, l'écrivain Paul Valéry écrivait une phrase célèbre. Le temps du monde fini commence. Pour lui, l'humanité avait tout exploré sur Terre. Et ils se trompaient lourdement. Complètement. Moins de 40 ans plus tard, l'homme marchait sur la Lune. Et là, un journaliste a eu cette formule géniale. Nous sommes entrés dans le temps du monde infini. L'océan profond et l'espace, ce sont ça, nos nouvelles frontières. Alors pour bien analyser tout ça, on va procéder en trois temps. D'abord, on verra la maîtrise des océans, qui est une histoire longue, en constante évolution. Ensuite, on abordera la connaissance de l'espace, qui, elle, est beaucoup plus récente. Et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi l'océan et l'espace sont aujourd'hui des frontières si convoitées. Alors commençons par les océans. Leur exploration, à grande échelle, ça démarre vraiment avec ce qu'on appelle les grandes découvertes. Oui, on pense tout de suite à Christophe Colomb, 1492 évidemment, mais le vrai tournant, c'est l'expédition de Fernand de Magellan. Le premier tour du monde. Exactement, la première circumnavigation entre 1519 et 1522. C'est un exploit incroyable qui prouve que tous les océans communiquent. Et dès qu'on explore, j'imagine, on veut s'approprier. Puissances européennes de l'époque, l'Espagne et le Portugal cherchent tout de suite à se diviser le monde. C'est l'objet des traités de Tordesillas en 1494, puis de Saragosse en 1529. Ce sont les toutes premières tentatives, en fait, de s'approprier les mers. D'accord. Mais ça, c'est pour la navigation, pour le partage des routes. La connaissance scientifique des fonds marins, elle vient bien plus tard, j'imagine. Ah oui, beaucoup plus tard. Le vrai tournant, c'est l'expédition du navire britannique, le HMS Challenger, entre 1872 et 1876. Ça, c'est vraiment la naissance de l'océanographie moderne. Et après, au XXe siècle, la technologie accélère tout. Bien sûr, le bathyscaphe, par exemple, qui permet d'explorer les abysses, et ça mène au record absolu de 1960, la plongée du Trieste à presque 11 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes. C'est fou. 11 kilomètres sous la surface. Et juridiquement, comment ça se passait? Est-ce que la mer appartenait à tout le monde ou à personne? Mais c'est toute la question. Deux conceptions se sont opposées pendant des siècles. D'un côté, le mare liberum, la mer libre, une idée théorisée par Hugo Grotius au XVIIe siècle. L'océan comme un bien commun. C'est ça, un espace de liberté ouvert à tous. Et de l'autre, le mare clausum, la mer fermée, qui défend l'idée qu'on peut s'approprier des morceaux d'océan. Et pendant longtemps, c'est l'idée de liberté qui a dominé, n'est-ce pas? Oui, mais ça a changé. Le monde s'est peu à peu orienté vers une logique d'appropriation. Et c'est ce qui nous amène à ce texte fondamental de 1982, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La Convention de Montego Bay, exactement. Et là, on organise une véritable territorialisation des océans. Le schéma est très clair. Alors, expliquez-nous ce schéma. C'est simple. Près de la côte, vous avez la mer territoriale, sur 12 000 nautiques. Et surtout, il y a la fameuse zone économique exclusive, la ZEE. La ZEE. Elle s'étend jusqu'à 200 000 nautiques de la côte. Et dans cette zone, l'État côtier a des droits souverains sur l'exploration et, surtout, sur l'usage des ressources. D'accord. Et pourquoi ce changement radical? Pourquoi se mettre à tout découper? Il y a deux raisons principales. D'abord, la décolonisation dans les années 60. Plein de nouveaux États apparaissent et ils veulent logiquement contrôler leur façade maritime. Et la deuxième raison? C'est la technologie. On réalise que la mer n'est plus juste une surface de transport. C'est un volume, un immense volume rempli de ressources. Nourriture, minerais, énergie. Du coup, l'idée de se l'approprier devient primordiale. Et tout le monde a signé cette convention? Presque. Il faut noter que certains grands pays, comme les États-Unis par exemple, ne l'ont toujours pas ratifiée. D'accord. Passons maintenant à l'espace. Là, on change complètement d'échelle et d'époque. Ah oui, la conquête de l'espace est très récente. Bien sûr, il y a eu Copernic, Galilée, mais la technologie pour y aller, elle, date du milieu du XXe siècle. Elle est héritée des fusées V2 allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Et le vrai moteur, ça a été la guerre froide. Absolument. La fameuse course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS. Et au début, ce sont les soviétiques qui dominent. Premier satellite, Spoutnik, en 1957. Exact. Premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, en 1961. C'est un choc terrible pour les Américains.
Et la réponse américaine ne se fait pas attendre, c'est le programme Apollo, avec cet objectif fou d'aller sur la Lune. Un objectif atteint le 21 juillet 1969. Neil Armstrong pose le pied sur la Lune et prononce sa phrase mythique. C'est un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. Les images de l'astronaute Aldrin qui salue le drapeau américain sont iconiques. Elles symbolisent vraiment cette conquête. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ce duel a vécu. Le paysage spatial s'est énormément diversifié. On ne parle plus d'un duel, mais de space powers, de puissance spatiale. Voilà, après l'URSS et les États-Unis, la France est arrivée très vite, dès 1965. Puis la Chine, le Japon, l'Europe avec son agence spatiale, l'Inde. Aujourd'hui, on compte une soixantaine de pays qui ont une agence spatiale. Et l'espace est devenu indispensable à notre quotidien, même si on n'y pense pas. C'est vrai. Le dessin de Chapat, Houston, You Have a Problem, le montre bien, avec un satellite qui observe un ouragan. C'est une de ses fonctions. Observer la Terre, suivre le changement climatique. Mais il y a aussi les télécommunications, la télé, les transactions bancaires et bien sûr la géolocalisation. Évidemment, le GPS américain, le GLONSS russe, le système européen Galileo ou le Beidou chinois. Sans eux, une grande partie de notre économie s'arrête. Alors justement, vu cette importance stratégique, comment a-t-on géré ça juridiquement? On a aussi découpé l'espace en zones. Eh bien, pas du tout. Et c'est là que le contraste avec l'océan est saisissant. L'espace est régi par le traité de l'espace de 1967. Et que dit-il? Il pose un principe fondamental de non-appropriation. L'espace est défini comme l'apanage de l'humanité tout entière. L'article 2 est très clair, il ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale. C'est fascinant. On arrive donc à notre troisième partie. D'un côté, un océan territorialisé, de l'autre, un espace patrimoine commun. Pourquoi est-ce que ces deux milieux sont aujourd'hui des frontières si convoitées? D'abord, et c'est un paradoxe, parce qu'il reste très largement méconnu. Ah oui, Prenez ce chiffre, il est frappant. En 2023, on estimait que seuls 25% des fonds marins étaient cartographiés, alors qu'on a des cartes ultra détaillées de la Lune ou de Mars. c'est incroyable. On connaît mieux la surface de Mars que le fond de nos océans. C'est exactement ça, et cette méconnaissance alimente tous les fantasmes. La raison de cette convoitise, elle est avant tout économique et stratégique. La population mondiale augmente, on va bientôt être 9,7 milliards en 2050, les ressources sur Terre s'épuisent. Donc on se tourne vers ces nouveaux réservoirs de croissance. C'est logique. Dans les océans, il y a les ressources halieutiques, la pêche, quoi. Mais là, c'est la crise. Le graphique sur l'état des stocks est alarmant, oui. La part des stocks surexploités est passée de 19% en 1990 à 35% en 2019. C'est énorme. Et au-delà de la pêche, il y a l'énergie, les minerais. Oui, le pétrole offshore, l'éolien en mer et surtout les ressources minières des grands fonds, les fameux nodules polymétalliques qui sont riches en métaux rares. Et pour l'espace, la logique est la même. On y cherche aussi des ressources. La logique est identique. La Lune est convoitée pour ses minéraux, le titane par exemple, mais surtout pour l'hélium-3. L'hélium-3. C'est un potentiel carburant pour la fusion nucléaire. Une énergie propre et quasi illimitée. Et puis il y a les astéroïdes, qui contiendraient des quantités folles de métaux précieux. On voit bien que ces perspectives économiques gigantesques doivent mettre une pression énorme sur le traité de 1967, Une pression immense, surtout avec l'arrivée de nouveaux acteurs. qui ne sont plus des États. Exactement. Ce sont des entreprises privées. Pour les océans, on peut penser à des sociétés comme The Metals Company, qui veut exploiter les fonds marins. Et dans l'espace, c'est le phénomène du New Space. Ah oui, le New Space, c'est SpaceX d'Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos. C'est ça. Leur but est de réduire drastiquement le coût d'accès à l'espace, de développer le tourisme spatial, mais aussi, à terme, d'exploiter ses ressources minières. Ce qui doit créer des tensions juridiques incroyables. Énorme. Le Space Act américain de 2015, par exemple, autorise les entreprises américaines à s'approprier les matières premières qu'elles extraient dans l'espace. Ce qui contredit directement le traité de 1967, non? Ça semble totalement contradictoire avec le principe de non-appropriation. On voit aussi une militarisation qui s'accélère. Les États-Unis ont créé une force de l'espace en 2020. Ils considèrent l'espace comme un nouveau front de guerre. Pour conclure, on voit bien que les océans et l'espace, malgré leurs histoires très différentes, sont devenus des enjeux de puissance majeurs pour le XXIe siècle. La maîtrise technique, la définition de cadres juridiques, la course aux ressources, tout ça structure leur conquête. Voilà pour ce chapitre. Nous vous souhaitons de bonnes révisions.